Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur de nos forêts alpines. Alors, je vais commencer par remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne, qui viennent découvrir mon travail. Bon, évidemment, toutes celles et ceux aussi qui suivent ce travail depuis longtemps, certains même depuis le début, un grand merci à vous pour la force que vous apportez aussi en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Je reçois énormément de commentaires positifs, constructifs. Et ça, franchement, ça booste, ça donne énormément de motivation. Et il en faut dans cette jungle de YouTube. Alors, dans l'ADN de cette chaîne, il y a ces épisodes d'une photo, une histoire. Une photo, une histoire, c'est très simple. Je raconte l'histoire, tout ce qui se passe et tout ce qui gravite autour de la réalisation d'une photo pour vous montrer en quelque sorte un peu les coulisses de tout ça. Seulement, quand ces vidéos vous arrivent sur YouTube, que je les poste, c'est des vidéos qui ont été travaillées, qui ont été montées, qui ont été filmées pour vous montrer tout ça. Donc là, on va aller encore plus loin dans les coulisses puisque je vais vous montrer comment je tourne ces épisodes d'une photo, une histoire, puisque je suis seul à la réalisation, donc forcément, ça va demander un peu de logistique, en gros de galérer quoi. Alors, vous le savez souvent, dans ces épisodes, je commence par planter le décor. Donc là, l'idée, ça va être de réaliser une petite cinématique très rapide, peut-être 15-20 secondes, qui vous immerge un petit peu dans cette ambiance. Et l'idée, c'est d'avoir un mélange de plan drone, très stabilisé, très fluide, qui passe comme ça, qui survole la rivière, avec quelques plans immersifs où je marche avec mon sac et où je progresse dans la forêt. Comme ça permet vraiment d'immerger le spectateur et de faire en sorte que vous ayez l'impression d'être avec moi, quoi. Voilà, si je me positionne comme ça, je vais pouvoir passer entre les arbres, ça pourrait donner un plan assez sympa. Voilà, là le premier plan, petit passage entre les arbres dans des espèces de clair-obscur avec deux valeurs pour l'instant. J'ai fait un plan où on me voit passer à peu près en entier, un plan un peu plus serré sur les pieds. Maintenant j'élargis un petit peu le cadre pour situer un peu plus l'action, quoi. Voilà, donc ça m'a pris une bonne heure. Tous mes petits plans pour réaliser cette petite cinématique de début qui est censée planter le décor sont réalisés. Et maintenant le résultat, ça donne ça. Maintenant, on va passer à la partie repérage, celle où je me trouve sur le spot. Je vais filmer cette scène que je vous montre souvent, celle où je repère, où je cherche avec mon boîtier pour trouver la bonne composition.
après mon petit tour, j'ai trouvé la composition qui m'intéresse. Petite composition en orientation paysage. C'est vraiment assez sympa. Il y a des petits mouvements d'eau qui sont très beaux. Là, des petits mouvements d'écume. Là, cette fois-ci, il y a de la mousse sur les rochers. Donc, c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais mettre en avant justement ce côté un petit peu vert du printemps, explosion de chlorophylle. Donc là, c'est parfait. Ici, concrètement, je vais pas utiliser de filtre ND. Je pense que j'en aurai pas besoin. Parce que je vais faire des poses vraiment aux alentours des 1/6, 1/8, 1/10 de seconde peut-être. Donc je vais pas forcément mettre du filtre. En tout cas pas du filtre ND. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais poser un polarisant. Ça va me permettre de retirer le reflet qu'il y a sur l'eau. Parce que ce reflet, c'est très lumineux, c'est pas forcément esthétique. Donc, et ça permet de rajouter vraiment le contraste après avec l'écume. On a vraiment des parties sombres dans l'eau en supprimant le reflet. Et on a juste les petits mouvements d'écume qui sont très beaux. Alors, le filtre, c'est gros diamètre, hein. On est sur des diamètres là de 150. Bon, la compo elle est déjà faite, il n'y a plus qu'à se positionner. Par contre, il est fort possible que par rapport à la distance à laquelle je me trouve du premier plan, il est fort possible que je sois obligé de faire ce qu'on appelle un focus stacking. Plusieurs mises au point pour vraiment avoir la netteté du premier plan jusqu'à l'arrière-plan pour avoir plus de profondeur de champ. Je fais ça à l'ancienne hein, cette fois-ci. Hein. Je shoot avec un D750, un bon vieux réflexe, capteur 24 millions de pixels. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est pas parce que c'est du vieux matos que ça tient pas la route. Donc c'est parti, maintenant il n'y a plus qu'à faire les prises de vue. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à passer en studio pour la partie photo, pour la partie vidéo, assembler tout ce gros puzzle pour vous fournir une vidéo assez sympa devant laquelle j'espère vous passerez un bon moment. Donc tout de suite maintenant, direction le studio. Bienvenue là où tout s'assemble après toutes ces prises de vue sur le terrain. Alors il y a une chose que je n'ai pas abordée, c'est la logistique. Et pourtant c'est quand même quelque chose d'important. Parce que sur un épisode comme celui-ci, par exemple, qui se tourne sur une journée, hein, j'arrive le matin aux alentours de 8 h sur le terrain, 7 h, 8 h, et puis j'en repars le soir, là en ce moment, 19 h, 19 h 30. Alors, qu'est-ce que j'emmène sur le terrain concrètement? Alors pour la partie photographie, paysage en général, j'embarque toujours mon vieux D750, mon vieux briscard, équipé d'un 14-24, donc ultra grand angle pour pouvoir vraiment travailler des compositions paysages très larges. Alors mon Z6 II qui est équipé d'un 50 mm focal fixe que j'utilise principalement pour filmer. Après ça arrive que je fasse de la photo avec aussi bien évidemment, mais je l'utilise beaucoup pour filmer. Donc monté avec un 50 mm en focal fixe, mais là il est en train de me filmer, je peux pas vous le montrer. Alors une caméra de poing, ici ma petite Panasonic qui a une amplitude de 28 mm jusqu'à 600 mm, donc ça me permet d'être un peu tout terrain. Donc ça je l'emmène toujours, généralement avec le moniteur, pareil là je peux pas vous le montrer, il est en train de me filmer, c'est un petit moniteur qui me permet d'avoir un retour sur ce que je fais. Généralement, je l'oriente vers moi quand je suis en train de faire des plans, ça me permet de voir si je suis dans le cadre, etc. C'est pour ça que je préfère devancer le truc, parce que je sais qu'en voyant certaines images, vous allez vous dire, attends, il est en train de préparer, de cadrer son plan, et son moniteur, il est orienté dans le sens inverse. En fait, c'est qu'il est orienté pour quand je suis face caméra, que je puisse voir comment je me cadre, puisque bien évidemment, on peut pas être à un endroit et à un autre en même temps. Ma petite mallette avec mon drone, mes 3 batteries, et ma manette, des filtres quand je pars sur de la photo de paysage, ça peut toujours servir, du filtre à densité neutre, des filtres polarisants, donc voilà, toujours une petite batterie de filtres. Alors les trépieds, bien évidemment, indispensables, donc le plus gros, le plus robuste que j'ai, c'est le relais, le blanc qu'on voit à l'image, donc celui-ci que j'équipe de temps en temps de la rotule pendulaire quand j'ai besoin d'y mettre mon téléobjectif dessus. Alors celui-ci, c'est vraiment celui qui s'adapte un peu à tous les terrains. Un second trépied, cette fois-ci beaucoup plus léger, un petit peu plus fragile, mais qui sert toujours, c'est toujours pratique pour pouvoir poser une caméra
et être bien fixe. Un troisième trépied tout petit mais qui est super pratique, et généralement je mets dessus mon micro, puisque ça aussi ça fait partie de ce que j'emmène. C'est un micro qui me permet de capter les ambiances extérieures, les bruits de rivière, de cascade, etc. Alors il arrive que je mette aussi sur ce petit trépied là des caméras d'action, GoPro, DJI, enfin bref, peu importe, mais ça me permet aussi, voilà, de temps en temps, c'est pratique, ça se pose un petit peu partout et ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Mes petits micro-cravates, ça c'est toujours bien utile, surtout qu'il arrive que je sois à distance de mon boîtier, etc. Donc c'est bien pratique d'avoir le micro-cravate. Alors la petite boîte magique un peu fourre-tout dans laquelle je vais mettre mes batteries, des clés Allen, des trucs comme ça, mes lens pen, etc. Donc là, ça c'est vraiment la petite boîte un petit peu fourre-tout. Alors le 150-600 qui est pas des moins encombrants, mais qui est toujours utile, ça me sert. On n'est jamais à l'abri d'avoir une petite scène animalière, ou même en paysage, d'aller chercher à capturer des choses qui se passent un peu lointaines, là, isoler des petits bouts de montagne, des petites choses comme ça. Voilà, donc là j'arrive à un sac qui fait à peu près, en comptant l'eau, etc., une vingtaine de kilos. Donc ça c'est sur une journée. Évidemment, après quand il commence à y avoir du bivouac et que ça se fait sur plusieurs jours, bah à ça tu rajoutes duvet, matelas, réchaud et tout ce qui va avec, la tente et tout. Donc voilà, ça peut vite grimper en termes de poids. Alors après avoir tourné toutes ces images, maintenant il est temps de transférer tout ça sur l'ordinateur, faire du classement, trier. Là, une journée comme celle-ci, ça représente en termes de rush sur cet épisode à peu près 200 gigas de rush au total. Et après, direction le logiciel de montage pour assembler tout ça et essayer de donner forme à tout ce que j'ai fait sur le terrain. Alors même chose pour la partie photo, donc il va falloir s'occuper des fichiers RAW, de faire le développement des photos. Bon, moi ça fait quelques années maintenant que j'utilise les logiciels de la suite d'Adobe. Alors très récemment, j'ai intégré aussi à mon process un logiciel de DxO qui est le Pure RAW 6, qui permet de préparer, de corriger, de réparer en quelque sorte un peu son fichier RAW avant le développement. Et il est assez intéressant, j'ai même été assez bluffé pour plusieurs raisons. La première, c'est que par exemple, sur Camera Raw, sur Lightroom, les logiciels d'Adobe, quand on fait une réduction du bruit, bon bah il fait une réduction un petit peu globale. Alors il y a l'IA qui intervient, ça travaille quand même vachement bien. Ils ont vraiment amélioré leurs outils à ce niveau-là. Et après, je fais dans mon process toujours ma petite correction d'objectif pour corriger les petits défauts qui sont liés à mon objectif, donc la déformation, le vignettage, etc. Donc quand on est sur Camera Raw Lightroom, pour cette correction d'objectif, il va reconnaître l'objectif que vous avez utilisé, mais uniquement l'objectif. Là, ce que je trouve intéressant avec le DxO Pure RAW 6, c'est qu'il va prendre en considération à la fois l'objectif, mais aussi le boîtier qu'on utilise. Donc c'est le couple boîtier-objectif qui va être pris en compte dans l'algorithme. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on le sait, chaque marque a des particularités, a une gestion de l'image, une gestion du bruit, des hautes lumières, des basses lumières, de la dynamique différente. Donc, d'avoir le couple boîtier-objectif, ça permet vraiment d'avoir un travail de correction très personnalisé. Alors si vous vous demandez si ce logiciel peut vous être utile, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube, il y a tout un tas de tutoriels sur le sujet. Et si le logiciel vous intéresse et que vous pensez qu'il pourra vous apporter quelque chose, n'hésitez pas, dans la description, je vous ai mis un code promo qui vous donne quand même 15% de réduction, de remise sur votre premier achat. Alors maintenant, pour ce qui est du développement de la photo, pour celles et ceux qui sont membres de la chaîne, je vous ai mis le tutoriel complet de A à Z sur comment j'ai développé cette image avec assemblage de focus stacking, parce que sur le terrain, j'étais très proche du premier plan, donc il a fallu que je fasse un blending de mise au point, c'est-à-dire une mise au point à différents endroits pour obtenir un maximum de profondeur de champ. Donc là, dans ce tutoriel, je vous montre comment j'assemble ce focus stacking et après comment je développe mon image. Alors de manière assez basique, c'est toujours un petit peu de dodge and burn, un travail sur la lumière, un travail sur les zones et des points précis, très ciblés. Donc voilà, vous avez ce tutoriel pour celles et ceux qui sont membres de la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter, à mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est des petits gestes, mais qui donnent un signal très très fort à YouTube, qui va mettre la vidéo en avant et donc va la mettre visible à beaucoup plus de monde. C'est un peu le but, je me donne du mal pour ça, donc voilà, n'hésitez pas, ça me donne un gros coup de pouce. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine aventure, et puis en attendant, restez créatifs. Ciao, à plus.